Donc maintenant, on va regarder un peu cette partie JPQL plus en détail. Donc, dans cette partie, qu'est-ce qu'on a comme mots-clés en JPQL? On va retrouver des mots-clés classiques du monde SQL. Le select, qui peut avoir des clauses from, where, group by, having, order by. Évidemment, j'ai pas d'insert, j'ai pas de delete. Pourquoi? Parce que si je veux faire un insert, je vais appeler la méthode persiste sur mon entity manager. J'ai pas besoin de déclencher une requête pour insérer des données en base de données. Même chose pour les détruire la base de données. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces mots-clés du langage sont insensibles à la casse. On peut les écrire en majuscules, en minuscules, on peut mixer, on peut faire ce qu'on veut. Par contre, dès qu'on va travailler sur le modèle objet, alors là, on est sensible à la casse. De base, toutes les requêtes sont polymorphiques. Ça veut dire que si j'ai une hiérarchie de classes au niveau de la classe article qui a différents sous-classes, si je lui dis compte-moi le nombre d'articles que tu as dans la base de données, il va me sortir le nombre d'instances d'articles ou de sous-classes d'articles qui ont été sauvés en base de données. On a vu qu'on pouvait avoir des expressions de chemin pour naviguer au niveau des objets. Donc je peux, si E est un employé, je peux faire E.projet qui va désigner le département d'un employé, et je peux faire E.département qui va désigner le département d'un employé, ou E.projet qui va désigner la collection de projets auxquels participe un employé. Une navigation peut être chaînée. On peut enchaîner la notation pointée si et seulement si je termine par une caractère 1. Il n'y a pas comme en OCL une notion de, je sais pas, d'autocollect, quelque chose comme ça. Si à un moment je fais E.projet, ça me retourne une collection de projets, et donc je ne peux pas appeler .nom, parce que je ne sais pas ce que veut dire .nom sur une collection de projets. Donc voilà, E.département.nom existe, E.projet.nom n'existe pas, car E.projet retourne une collection. Je serai obligé de faire dans ce cas-là une jointure sur le projet pour faire un filtre, par exemple, sur les noms du projet. J'ai aussi un mot-clé distinct pour supprimer des doublons. Si par exemple, je récupère des objets par un chemin de navigation où je peux avoir plusieurs objets identiques. Par exemple, si je fais select E.département from employé E, je vais récupérer par défaut, si j'ai 3 employés dans le département direction, je vais récupérer 3 fois le département direction. Et donc, ça va me permettre de supprimer cette partie-là. Je peux préinstancier n'importe quelle classe Java dans ma requête à partir du moment où elle a un constructeur qui matche les résultats. Donc je vais pouvoir faire un new P1, P2 classe, E.nom, E.salaire, par exemple, from employé E si je le souhaite. On va se servir de ce genre de mécanisme, entre autres quand on a des DTO. Et donc on a besoin de créer des DTO plutôt que des objets métiers parfois en sortie d'une requête, plutôt que de récupérer les objets métiers puis refaire un tour de boucle sur tous les résultats que j'obtiens pour créer les DTO, je vais directement faire ma conversion au sein de ma requête. De temps en temps, c'est pratique. J'ai après un certain nombre de capacités à faire des filtres dans ma clause where, des conjonctions logiques, du type on/or, des choses pour savoir si un objet existe, le déclenchement de sous-requêtes, savoir si une collection est vide, si un objet, un résultat est membre d'une autre collection, etc., etc. C'est ce qui va me permettre de faire des choses du type sors-moi le nom, la moyenne de salaire du département, fais une jointure sur les employés, fais un group by sur les noms, etc., etc. Je peux faire des requêtes relativement complexes. De nouveau, une petite astuce, je reviendrai là-dessus. Je vous demanderai jamais d'être des experts en JPQL, genre de savoir le faire sans réfléchir, sans regarder la doc, etc. C'est pas ça le but. Par contre, évitez absolument l'erreur de se dire oh, en fait, je ne sais pas faire du JPQL, donc je vais faire une recherche où je vais demander à JPQL de me donner tous les employés, et puis après en Java, je vais refiltrer pour garder que les employés dont j'ai besoin. Pourquoi il faut éviter ça? Parce que ça fait 50 ans qu'il y a des gens qui font des algos, de l'indexation dans les moteurs de base de données pour aller très vite, pour faire des filtres. J'ai aucun doute que vous soyez bon, mais il y a des chances que vous fassiez des algorithmes qui soient non optimales côté recherche. L'autre chose, c'est que vous risquez de créer trop d'objets en mémoire pour les refiltrer derrière, et donc forcément les performances vont être mauvaises. Donc n'hésitez pas à prendre un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure à un moment pour créer la requête qui est adaptée à ce que vous avez besoin, parce que ça va vous permettre de gagner en efficacité
sur le programme que vous êtes en train de développer. La clause having, voilà, qui est souvent liée à la clause group by, qui va permettre de faire des regroupements au sein des données qu'on récupère. On peut déclencher des sous-requêtes, par exemple, pour chercher tous les employés qui ont un salaire supérieur aux autres employés du département quand un département est supérieur à 10, par exemple. Voilà, ça fonctionne comme en SQL. Je ne vais pas revenir en détail. Si certains ont fait moins de SQL, eh ben, allez regarder un bouquin de SQL pour bien comprendre si vous vous retrouvez à travailler proche de la base de données. On peut faire des sous-requêtes synchronisées. Là aussi, c'est assez proche de ce qu'on peut faire en SQL. On peut faire des sous-requêtes pour dire donne-moi tous les employés dont il existe un des employés qui est son épouse, par exemple. Voilà, ça, c'est toutes des choses qui sont possibles en coordination de sous-requêtes. On peut après faire des jointures. Donc, il y a des jointures qui sont classiques, les jointures internes, les jointures externes qu'on connaît en SQL, et puis les jointures avec récupération de données en mémoire pour éviter les problématiques de lazy loading et de n+1 select. Ça, c'est propre au framework de map opérationnel. Je vais passer un peu de temps dessus. Comment est-ce qu'on fait les jointures ? C'est assez facile. On va globalement partir d'une entité. Donc là, je vais dire je pars de l'entité employée. Et puis, je vais déclarer une jointure en suivant une relation depuis mon employé et en définissant un nouveau alias, ici P, ce qui va me permettre de récupérer, par exemple, le nom de mes projets ou de filtrer dans une clause where sur mes noms de mes projets. Si je termine par une cardinalité 1, je ne suis pas obligé de faire une jointure explicite. Je peux simplement suivre mes éléments de navigation. Et puis, évidemment, je peux enchaîner plusieurs des jointures. Donc, je peux faire un select P nom from employé, où je fais une jointure e.participation et je définis mon alias parts. Puis, je fais joins, et là, il doit me manquer parts.projet pour récupérer les P, etc., etc. Donc, ça s'utilise assez facilement là-dessus. N'oubliez pas, dès que vous allez faire des requêtes où vous faites des jointures implicites avec des qualités qui se terminent en many, vous aurez une exception à l'exécution. Le framework va vous dire « je ne sais pas ce que ça veut dire de faire cette partie ». La requête correcte, entre celle-là où on vient enchaîner un e.participation.projet, c'est bien de faire un join e.participation pour définir l'alias part, join part.projet pour définir le projet. On peut faire des jointures externes, donc ça c'est comme en SQL. Si je fais des jointures externes, globalement ce que je viens de dire, c'est que je veux récupérer les employés et les départements en partant de mon entité employée, mais en fait, je vais aussi récupérer les employés même s'ils ne sont associés à aucun département. Celle qui est plus spécifique et qu'on va utiliser énormément dans le cadre des frameworks du mapping relationnel et dans le cadre de JPA, c'est la notion de jointure avec John Fetch, où là, globalement, elle va servir à demander au framework de précharger en mémoire les données qui sont liées. Vous vous souvenez, c'était le 6e point qu'on avait dit, où on avait dit, se pose la question, si je cherche un département, est-ce que je charge les employés associés à ce département ? Si oui, est-ce que je charge les adresses de ces employés ? Si oui, etc., etc. Avec le risque soit de créer trop d'objets, soit de ne pas en créer assez. Et donc là, ça va vous permettre... Alors, on avait vu qu'on pouvait le faire au niveau des associations de manière globale, de dire à chaque fois que je charge un département, je charge les employés associés. Et très souvent, au niveau global, ça n'a pas trop de sens. Par contre, au sein d'une entité, ça a beaucoup de sens. Parce qu'on va permettre de dire, quand je charge les employés, je veux être sûr que je charge les départements associés. Ça, en fait, c'est parfois assez contre-intuitif avec ce qu'on a appris en programmation, en design objet à un moment où on avait tendance à faire des DAO génériques en disant je vais faire des méthodes pour récupérer tous les employés et puis les gens travailleront à partir de ça. Et mes développeurs, ils vont jamais se poser la question, ils vont fournir les méthodes que je leur fournis en disant donne-moi les employés par leur nom. Et en fait, avec les frameworks de mapping objet relationnel, on est obligé de forcer l'utilisateur final de la requête à se dire ok, tu veux les employés, mais quel est le scope de ta recherche ? Est-ce que tu veux les employés et les départements ? Est-ce que tu veux les employés et les projets ? Et donc ça impose, pour avoir des bonnes performances, à sensibiliser les développeurs
à cette problématique pour qu'ils soient capables de scoper précisément le graphe d'objets qu'ils veulent recevoir quand ils font une requête. Donc par exemple, on va pouvoir faire quelque chose du type select E from employee as E, John fetch E.participation, et donc ça veut dire qu'il va précharger toutes les participations des employés aussi. C'est ça que fait cette partie. On a ensuite pas mal de fonctions disponibles sur les chaînes de caractères, des fonctions arithmétiques, des fonctions sur les dates, des fonctions de regroupement. Il est évidemment hors de question de les détailler là. Allez voir là aussi la documentation, mais même remarque que tout à l'heure, n'hésitez pas à faire les requêtes les plus précises possibles, donc utilisez ces fonctions si vous en avez besoin. On a des fonctions aussi quand on travaille sur les collections pour récupérer la taille de la collection, pour savoir si elle est non vide, si un objet est membre de cette collection-là, etc., etc. Donc on va par exemple pouvoir dire donne-moi tous les départements dont la collection employée est vide, ou donne-moi tous les employés dont le projet, qui ont été membres d'un projet, et ce projet va m'être donné en paramètre. Donc, tout ça m'offre un pouvoir d'expression qui est assez agréable pour faire des recherches au sein de mes graphes d'objets. Dès que vous avez fait une requête JPQL, le framework va la traduire en SQL pour faire la requête et recréer les objets métiers qui y sont associés. Le distinct, on l'a vu, si à un moment je suis les éléments, je vais avoir un certain nombre d'éléments. Donc si je veux, toujours pareil, avoir une jointure qui me retourne une carité multiple, je suis obligé de faire une jointure explicite, par exemple, pour récupérer tous les produits qui ont été utilisés dans une facture. Je vais le faire de cette façon. La façon dont on peut enchaîner les méthodes, on peut les enchaîner comme je crée ma requête, puis sur ma requête, j'appelle un paramètre, puis sur ma requête, je fixe la pagination, puis sur ma requête, je demande l'exécution de la requête, ou ils ont utilisé des API qui sont fluent, donc on va aussi pouvoir enchaîner les appels de méthodes. C'est-à-dire que quand je crée une requête, il me recule dans une requête, mais quand j'appelle la méthode setParameter, il me retourne aussi la requête, ce qui va me permettre d'enchaîner les méthodes si je le souhaite. La pagination des résultats, j'en ai déjà parlé un tout petit peu, c'est un point qui est important, là aussi, de dire quand je fais une requête, de réfléchir à combien de résultats j'ai réellement besoin en fonction de ce que je vais en faire. Pourquoi c'est important? Parce que sinon, très souvent, on va avoir des mécanismes où on n'a pas fait attention à ça. Tant que je suis sur ma base de développement, avec peu de données dans ma base, les performances sont bonnes, tout va bien, etc. Et puis le jour où je passe en production, je me mets à avoir des performances qui sont catastrophiques parce que certaines requêtes, tout d'un coup, vont charger 1 million d'objets. Quand il y a besoin de charger 1 million d'objets, il faut déjà le temps de transférer les données entre la base de données et le serveur d'application. Puis après, il faut le temps à Java de créer tous ces objets en mémoire. Ça ne peut pas aller extrêmement vite. Donc, il faut faire attention à paginer ces résultats.